Très bien, merci Anne-France pour cette présentation et merci pour l'invitation. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de l'iconographie des artisans en Grèce ancienne. Alors on va tout d'abord faire un tour d'horizon des supports, des supports et de l'iconographie qu'on a à disposition et ensuite on se posera la question de savoir pourquoi les artisans sont représentés de cette manière. Voilà. Alors, je parlais de supports. Alors, les supports dont on dispose, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont surtout les vases à figure noire d'abord, puis les vases à figure rouge, essentiellement de production attique. Mais aussi les pinakès, et là ce sont les pinakès de Penteskoufia. Penteskoufia, c'est un site très particulier des abords de Corinthe, où on a retrouvé, si je ne me trompe pas, des milliers de fragments de pinakès comme celui-ci. Et je crois qu'à peu près 40% de ces pinakès représentent des scènes de travail, en particulier du travail de la production céramique. Voilà. Alors, commençons notre petit tour d'horizon de cette iconographie de l'artisanat en Grèce ancienne. On va d'abord parler de la production céramique. Alors là, vous voyez ce premier vase. C'est un vase où on voit l'ensemble d'un atelier de potier. Vous voyez ici le potier avec son tour, ici, et un petit assistant, un jeune garçon qui active, qui fait tourner le tour à la main pendant que le maître potier tourne un vase ici. Là, vous voyez bien la différence entre les deux personnages. Il y a une hiérarchie qui s'instaure. Le maître potier, vous voyez qu'il est barbu, alors que le petit assistant n'est pas barbu. On voit une différence d'âge, donc une différence de compétence, une différence d'expérience en termes d'artisanat. Le maître potier, c'est souvent la personne qui a le plus d'expertise dans l'atelier. Et vous remarquez ici que c'est le seul qui est barbu. C'est le moyen de montrer cette expertise professionnelle. Mais il y a d'autres artisans autour. Il y a ce personnage ici qui soit termine de peindre un vase, soit examine la finition du vase. Ici, vous avez un personnage qui transporte un vase vers la droite, vous voyez tout à droite, ici, un four de potier avec une personne en train de s'activer à alimenter le feu. Donc on est en train de cuire, on se prépare à cuire les vases. Et puis ici, il y a encore un personnage, vous voyez, qui est un peu plus grand que les autres, il est super costaud celui-là, et il transporte d'ailleurs quelque chose qui a l'air assez lourd, et possiblement une masse d'argile, en tout cas quelque chose de pesant. Il reste encore un personnage ici, que vous voyez, qui est une personne qui apparemment ne travaille pas. Il a l'imation jetée sur les épaules, vous voyez, les autres sont nus ou alors juste avec l'imation autour de la taille. Donc là, lui, il a l'imation sur les épaules. On voit qu'il n'est pas là pour travailler. Ça peut être soit un badaud qui vient observer le travail dans les ateliers, comme on a parfois des descriptions. On nous dit que voilà, l'image de Socrate qui se promène sur l'agora et rentre dans les ateliers pour voir comment se passe le travail. Ou alors le patron de l'artisan, le patron de l'atelier, pardon, le patron de l'atelier qui vient vérifier comment se déroule le travail. Voilà. Et ici, il y a une autre indication d'âge. Vous voyez, il n'a pas de barbe, mais il n'a pas de cheveux non plus. Donc, il y a une calvitie qui permet certainement de montrer l'âge avancé de la personne. Voilà pour ce vase assez riche d'informations, avec vraiment les différentes activités de l'atelier.
alors, là, on avait plusieurs activités, on l'a vu, mais il y a aussi des vases qui montrent une seule scène. Par exemple, ici, c'est la préparation de l'argile. Parce qu'avant de tourner l'argile, il faut la préparer en la foulant d'abord, il y a tout un processus, et puis ensuite en la pétrissant à la main. Et là, en fait, on voit ceci, c'est le bassin rempli d'argile, et le personnage ici qui est dedans en train de fouler l'argile, et un personnage ici tout courbé en train de ramasser les mottes d'argile, les mettre dans un panier, sans doute pour les porter vers le potier. Voilà. Ensuite, on tourne notre céramique. Vous voyez ici le maître potier. On retrouve les indications dont je parlais tout à l'heure, hein. Le jeune homme qui actionne le tour et le maître potier ici, dont on comprend l'âge avancé par rapport au jeune garçon par l'absence, disons un front largement dégarni. Cette scène, elle est sous la bienveillance d'une divinité. Vous voyez ici Athéna, qu'on reconnaît à son casque, à son égide, à ses armes. Athéna, qui est, on y reviendra tout à l'heure, mais Athéna qui est la divinité qui est patronne de l'artisanat, qui est une des patronnes, disons, de l'artisanat. C'est la fille de Métis. Métis, c'est l'intelligence technique. Elle a en elle cette intelligence technique et elle passe pour avoir réalisé beaucoup d'ouvrages, avoir inventé beaucoup de choses comme le mors de cheval, l'arère, la flûte. C'est elle aussi qui tisse, hein, elle tisse, elle file, enfin voilà. Donc elle est impliquée dans l'artisanat et elle vient ici trouver tout naturellement sa place comme patronne des artisans. Un peintre, parce qu'une fois qu'on a tourné notre vase, on peut le peindre. Un peintre assis sur un tabouret en train de peindre un vase. Donc ça, c'était ce qu'on peut observer sur les vases, mais les pinakès de Pentescoufia nous donnent aussi un peu le même genre d'indication. On voit ici une scène d'extraction de l'argile. L'argile qu'on va chercher dans des carrières. Vous voyez une carrière ici, certainement en fosse, hein, vous voyez les parois qui remontent là comme ça. Et vous voyez cet homme qui a l'air de savoir ce qu'il fait, hein, il est d'un âge avancé, on le voit à sa barbe. Et ici un jeune homme qui vient ramasser l'argile que le premier personnage est en train de détacher de la paroi. Et derrière, un homme qui passe les paniers pleins d'argile. Un personnage ici, vous voyez, il semblerait que ce soit une femme. Donc les femmes sont extrêmement rares, mais elles ne sont pas tout à fait absentes de cette iconographie de l'artisanat. Après avoir extrait l'argile, on a dit qu'il faut la travailler, hein, la fouler, la préparer pour le tournage. Ici, on voit, alors malheureusement le pinac s'est cassé, mais on voit encore une fois une femme, ici, avec une balle d'argile dans les mains, et puis un homme qui s'agrippe à une lanière, sans doute parce qu'il est en train de fouler l'argile, et il a des lanières qui lui permettent de se stabiliser dans cette masse d'argile. Vous voyez cet homme, il est quand même bien marqué par l'âge, hein. On voit alors le front largement dégarni, avec les rides, les cheveux et la barbe blancs, et on voit même ses côtes qui marquent un peu la maigreur. Voilà. Une autre scène de tournage de l'argile, ici avec des outils qui entourent la scène. Et puis la cuisson. Alors la cuisson, le moment de la cuisson, comme ici, le moment de la cuisson, c'est vraiment le moment le plus représenté sur ces pinakès de Pentescoufia. Vous voyez le four qui se présente avec une voûte ici et qui est toujours précédé par un petit tunnel qu'on appelle l'alandier, qui est l'endroit par lequel on introduit le combustible. Et vous voyez que ce four, seulement il marche, mais il marche peut-être un peu trop, hein. Il y a des flammes qui sortent et de l'évent supérieur et de la bouche de l'alandier. Et donc notre artisan qui est certainement en train d'essayer de calmer le feu. Voilà. Alors ça, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Donc je m'arrête là. Et ce pinakès a la particularité d'être... il y en a d'autres, mais là, c'est deux scènes artisanales de chaque côté. Il est peint face A et face B. Et sur la face B, on a
un autre artisan. Alors il a été proposé que ce soit un bûcheron, mais ça peut aussi être simplement un potier qui vient récolter l'argile. Vous voyez, avec sa hache ici et qui tape dans la masse ici. Voilà. Un dernier pinax de Pentescufia. Celui-ci est fragmentaire, malheureusement. Donc du coup, je vous ai reconstitué, vous voyez la voûte du four ici, puis je vous ai reconstitué l'alandier pour vous donner une idée. Et là aussi, on retrouve notre potier debout devant le four. Sur l'alandier est posé un petit personnage grotesque et étiphalique. Alors ça, c'est quelque chose, je ne m'étends pas non plus là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement dans l'iconographie et qu'on trouve en fouille aussi. Donc des objets qui souvent à caractère grotesque, soit au niveau du visage, soit vraiment physiquement, qui, je résume, ont pour but quand même de protéger la production. Voilà. Et puis, vous voyez que notre artisan, il est debout devant le four, et vous voyez la différence entre ses jambes. Il a une jambe extrêmement musclée, et l'autre qui apparemment est toute malingre. Il semblerait que notre artisan, il s'appelle Locris, c'est écrit ici, Locris semble être handicapé. Voilà. Alors, la métallurgie, pareil, on a toutes sortes de scènes qui montrent des ateliers de métallurgistes. Ici, avec le four, le petit assistant qui actionne, ce qui est ici, c'est un soufflet de forge pour entretenir la force du feu. L'artisan ici qui travaille dans la forge, et un artisan repos et un qui assemble les statues. Voilà. Vous voyez ici le bonnet que porte cet artisan, c'est le pilos. C'est vraiment un des attributs des artisans. C'est un bonnet théoriquement de feutre qui permet de protéger. Alors, vous voyez, la nudité peut être héroïque, mais c'est vrai que dans ces ateliers, il devait faire extrêmement chaud. Imaginez une forge par 40 degrés à Athènes. Hein. Donc il devait faire très chaud, n'empêche qu'ils portaient souvent apparemment un bonnet de feutre pour se protéger, protéger la tête du feu. Voilà. Ça c'est une coupe extrêmement connue qui est la coupe éponyme du peintre de la fonderie. C'est conservé à Berlin. Sur l'autre face du vase, on a aussi une scène d'atelier où on voit deux artisans en train de terminer de polir une grande statue en métal. Et à l'intérieur, on le verra tout à l'heure, dans le médaillon de la coupe, on a Héphaïstos qui termine de préparer les armes d'Achille. Voilà, donc il y a vraiment une iconographie complète sur toutes les faces du vase. Un autre petit forgeron qui est en train de forger un objet. Il est assis sur un tabouret et il tient avec sa pince un objet sur l'enclume. Et ici aussi, vous voyez le bonnet, le pilos. Et puis, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont l'imation, un manteau enroulé en fait, autour de la taille comme seul vêtement, quand ils ne sont pas nus. Un autre exemple de forge, où vous voyez deux artisans ici, un qui tient la pièce sur l'enclume pendant que l'autre frappe la pièce. Et ici, on retrouve les deux badauds qui viennent voir ce qui se passe dans l'atelier. Et vous voyez la différence de taille. Ils sont quand même sacrément costauds, là, nos gaillards. Il y a vraiment des cuisses, des muscles, une musculature, un thorax qui sont bien plus importants que ceux des badauds ici derrière. Alors ici, c'est un petit peu différent, mais c'est intéressant de prendre quand même en compte cette image. Là, on est dans un cadre de théâtre fliaque, donc on est dans le grotesque, dans la caricature. Mais la scène prend place dans un atelier. Vous voyez le four de forge ici et l'enclume. Et ça, c'est notre artisan qui tient un canoun, un panier rituel. Et vous voyez l'artisan chauve avec le crâne bombé, le nez un peu long et tout malingre à côté de son enclume. Voilà.
On a aussi des scènes de sculpture. Évidemment, la poterie et la métallurgie sont les scènes les plus nombreuses, mais on a aussi des scènes de sculpture. Là, un artisan en train de, sans doute, sculpter un cheval en bois, puisqu'il a un ciseau et un maillet. Et vous retrouvez ici Athéna, qui veille sur la production. Un autre sculpteur qui apparemment vient de sculpter un pilier hermaïque et qui l'apporte au sanctuaire. Donc, le sanctuaire qui est symbolisé par l'autel et un pinakès, puis la double corne qui vient vraiment définir l'espace comme sacré. Donc là, notre artisan qui vient alors soit déposer une commande, soit une commande d'un dédicant ou du sanctuaire même, ou alors qui vient, ça c'est toujours plus séduisant, qui vient déposer lui-même son offrande au sanctuaire. Et vous voyez que lui aussi est marqué par l'âge, avec un front largement dégarni, et il a l'air bien fatigué sous le poids de son pilier hermaïque. Un dernier exemple de métier, la cordonnerie. On a quelques scènes comme ça de cordonnerie. Vous voyez là aussi un artisan assis à son établi, toujours le crâne dégarni, une barbe, et tout un tas d'outils et d'objets autour de lui. Donc vous voyez qu'il y a quand même différents métiers qui peuvent être représentés. Ici, on a même ce fragment de coupe du peintre de Ergides qui montre Athéna en train de veiller sur l'activité d'un potier ici, d'un métallurgiste ici, et ici sans doute, alors c'est très fragmentaire, mais on devine les pattes d'un cheval, et donc de sculpteurs sans doute affairés à la sculpture d'un cheval. Alors, en résumé, qu'observe-t-on ? On observe tout d'abord que les artisans, comme tout le monde, peuvent être dotés de corps idéalisés. Hein, ça, c'est évident. On a voilà, des corps beaux, athlétiques, qui correspondent à la norme de l'iconographie grecque. Mais on a aussi, vous l'avez déjà vu, hein, on a aussi d'autres choses qui apparaissent. On a des corps que l'on pourrait qualifier comme surpuissants. Hein. On voyait ces deux métallurgistes ici, ces deux forgerons qui ont vraiment une musculature très développée par rapport aux autres. Et ici aussi, un personnage plus grand et plus costaud que les autres. On voit que le travail rend le corps puissant. Mais à l'inverse, on a aussi des corps chétifs, des corps malingres, qui montrent aussi un peu l'usure du corps dans le travail. Puis on a des corps voûtés, bossus, ou dans des positions un peu tordues, recroquevillées, comme sur ces exemples. On a carrément des corps déformés, comme on l'a vu avec le pinax de Locris. On a vu que sa jambe ici n'est pas normale. On a un autre exemple sur un pinax, je ne vous l'ai pas mis parce qu'il est moins représentatif, il est moins clair au départ. Le voici. Là, on devine, dans le contexte de Penteskoufia, on devine qu'il s'agit d'un potier en train de travailler. Et vous voyez la bosse qu'il a dans la nuque. Donc voilà, on a un potier bossu. Enfin, on peut aussi observer souvent des visages relativement disgracieux ou grotesques. Donc avec voilà, le front bombé, dégarni, des longs nez, enfin voilà, des visages marqués, disons. Et puis, dans ce cas-ci, donc ça c'est la face B de la coupe du peintre de la fonderie, ici. Vous voyez ce visage est quand même assez atypique par rapport au visage que l'on trouve généralement en peinture de vase. Vous voyez un œil assez étiré, un nez un peu plus rond que d'habitude. Enfin, voilà, je vous le fais remarquer, mais on y reviendra un peu plus loin.
Alors, finalement, en titre, je parlais de miroir d'argile. Alors, que reflète ce miroir d'argile? Ces images peuvent nous dire énormément de choses. Ça peut nous renseigner sur les techniques artisanales, sur l'organisation du travail dans les ateliers, sur une hiérarchie aussi, la hiérarchie entre les différents travailleurs au sein de l'atelier. Ça, plutôt pour ma part, c'est intéressant aussi sur le plan des pratiques religieuses, parce que ça donne toutes sortes d'informations aussi. Mais aujourd'hui, on va vraiment plutôt s'intéresser aux artisans eux-mêmes, à leur corps, à la manière dont ils sont représentés physiquement. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Je dirais que tout d'abord, on ressent la pénibilité du travail à travers cette iconographie. On voit que le travail est fatigant, il use le corps. Mais je crois aussi qu'on peut déceler une certaine mixité ethnique, en particulier sur cette image, l'image dont je parlais tout à l'heure, avec cet œil étiré sur le côté. Vous voyez par rapport au visage de celui-ci, on voit clairement la différence. Et on a de temps en temps comme ça des indices où il semble qu'il y ait le facteur ethnique qui transparaît au travers de cette iconographie. Les artisans, qu'est-ce qu'un artisan grec finalement? Les artisans, un artisan ça peut être beaucoup de choses. On a en termes de statut, on a des artisans qui sont indépendants, d'autres qui sont salariés, d'autres qui ne sont pas libres, qui sont esclaves. Dans ces gens-là, il y a des gens qui ont la citoyenneté de la cité, mais aussi des Grecs qui viennent d'autres cités, donc qui vont être métèques, ou alors, non pas des Grecs, mais qui sont aussi métèques, c'est-à-dire qu'ils sont libres et ils viennent à Athènes, en l'occurrence, prenons Athènes, puisque l'iconographie témoigne surtout d'Athènes. Donc ils viennent à Athènes pour travailler, donc ils n'ont pas la citoyenneté, mais ils sont libres. Et puis les esclaves, évidemment, qui sont souvent étrangers. Donc, il y a une mixité vraiment dans cette catégorie d'artisans. Troisième chose, la modestie des statuts et un certain mépris social. Je pense que ça transparaît aussi au travers de cette iconographie. Mépris social parce que traditionnellement, en Grèce, le travail est quand même assez mal considéré. C'est en tout cas ce que nous donnent à voir certains auteurs. Mais voilà, avec les études un peu plus, avec des visées un peu plus anthropologiques sur ce monde du travail grec, on perçoit que cette image du mépris envers les artisans est peut-être surtout littéraire et théorique. Elle est un peu moins, ça transparaît peut-être un peu moins dans la réalité, mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui existe de ce point de vue-là. Donc, ces éléments se font le reflet d'une certaine réalité. Mais on peut se demander quand même s'il n'y a pas un autre message derrière cette iconographie. Parce que finalement, c'est une iconographie qui est quand même relativement négative. Elle est un petit peu connotée, c'est pas super positif quand même comme image. Et pourtant, ce sont quand même les artisans eux-mêmes qui créent ces images, qui les entretiennent en tout cas. Alors encore sur des scènes religieuses, de rituels ou des choses comme ça, il y a quand même des normes à respecter. Les artisans, l'imagier n'est pas complètement libre par rapport à l'image, ça c'est évident. Mais dans ce registre d'images, ils ont quand même une marge, plus de marge que avec d'autres thématiques. Donc on peut se demander pourquoi les artisans entretiennent-ils une image relativement avilissante d'eux-mêmes. Alors là, je crois que d'autres éléments doivent être pris en compte. Tout d'abord, on peut quand même noter une certaine bienveillance de la part des dieux, en tout cas de la part d'Athéna, qui veille sur ses ouailles. Mais elle ne fait pas que veiller, parce qu'elle est elle-même
impliquée dans le travail. Comme je le disais, elle est artisane. Elle réalise des objets. Elle les conçoit et elle excelle aussi dans le filage et le tissage, par exemple. Ce vase est extrêmement intéressant. Alors d'un point de vue technique, évidemment, parce que je ne sais pas si... Alors, la photo n'est pas super bonne, mais c'est la mienne que j'ai faite au musée, mais... Mince, pardon. Ça permet de voir, vous voyez, la différence de matière entre, vous voyez, Athéna ici, qui est quand même lisse, et ici, ils ont rajouté de la barbotine qui donne une épaisseur, en fait, au cheval, qui permet sur le cheval de signifier le fait que le matériau est encore brut et qu'il n'est pas terminé. Et puis, ici, c'est pareil pour la motte d'argile ici et la motte d'argile ici. C'est la même, il y a le même travail qui est fait pour montrer le caractère brut de la matière. Et donc, Athéna, ici, que l'on reconnaît à son casque, en train de travailler comme un artisan, avec des outils même derrière elle. Donc, il y a une véritable implication des dieux dans le travail artisanal. Pareil pour Héphaïstos, le fameux médaillon dont je parlais avant sur la coupe de la fonderie, du peintre de la fonderie, pardon, où on voit Héphaïstos qui reçoit la visite de Thétis parce qu'elle vient chercher les armes d'Achille. Une autre image semblable, la même scène, avec, je vais y arriver, Thétis ici, qui reçoit les armes de la part d'Héphaïstos. Et finalement, quand on voit ces images, on se dit qu'il y a quand même une sacrée proximité entre les artisans et leur dieu protecteur. Dans le cas d'Héphaïstos, ici, vous voyez que s'il n'y avait pas voilà, le personnage féminin que l'on comprend être Thétis et qui, du coup, place la scène dans un cadre mythologique, eh bien, on ne pourrait pas se douter qu'il s'agit d'Héphaïstos. Il n'y a rien, aucun attribut, aucun élément qui nous permette de faire la différence entre un artisan et Héphaïstos. Et dans le cas d'Athéna, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez noté, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'elle a enroulé son manteau autour de sa taille, comme on le voit souvent dans les représentations d'artisans, où les artisans sont nus avec le manteau autour de la taille. Eh bien, elle a fait, l'imagier lui a donné le même habillement. Voilà. Donc, voilà, une proximité entre les dieux et les artisans. Cette proximité, elle va même plus loin dans le cas d'Héphaïstos, parce qu'on parlait de difformité ou de handicap. Ben, n'oublions pas qu'Héphaïstos, il est boiteux, hein, il est marqué par la laideur et le handicap. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le rapport entre l'artisanat et la difformité et le handicap dans la plupart des mythologies du monde. Les divinités en rapport avec l'artisanat sont marquées par une difformité ou un handicap. Ça se retrouve vraiment. Donc là, je vous renvoie à Marie Delcourt, Héphaïstos, magicien forgeron, je ne sais plus le titre exact, et puis aussi Mircée à Héliade. Enfin voilà, là on voit vraiment qu'il y a une ligne rouge en fait dans de très nombreuses cultures. Donc là, il y a un lien. Alors, on ne peut pas s'étendre là-dessus, mais notons-le. Alors, on parlait de difformité. Cette difformité, elle apparaît de temps en temps dans l'imagerie des vases à figure noire. Vases à figure noire qui sont antérieurs aux vases à figure rouge. Et donc, au fil du temps, dans l'iconographie des vases à figure rouge, eh bien, Héphaïstos n'est plus représenté avec son handicap. Mais par contre, il reste quand même un peu ridicule. C'est un Olympien, mais il peine un peu quand même. Donc là, c'est la fameuse scène du retour à l'Olympe.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, hein, donc Héphaïstos, par sa laideur et sa difformité, a été jeté par sa mère du haut de l'Olympe. Et puis, bon, les années passent, et un jour, il lui offre un cadeau. C'est un trône. Donc, Héra, bien contente de son trône, s'y assoit. Et là, parce que Héphaïstos, c'est un forgeron, mais c'est aussi un magicien, pour reprendre les termes de Delcourt, eh bien, Héra se retrouve liée avec des liens invisibles dans son trône, et elle ne peut plus en sortir. Donc là, tous les dieux vont essayer de prier, enfin de demander à Héphaïstos de bien vouloir revenir à l'Olympe pour délivrer sa mère. Évidemment, il fait la fine bouche, parce que bon, voilà. Et c'est Dionysos qui trouve la solution, il fait boire Héphaïstos. Vous savez que boire à s'enivrer en Grèce, ce n'est pas très bien vu. Hein. Faut boire jusqu'à un certain degré, mais il ne faut pas non plus complètement s'enivrer. Et Héphaïstos s'enivre. C'est le seul dieu à qui ça arrive. Donc non seulement il est laid, il est boiteux, il a été rejeté, et en plus il est artisan. Et ben voilà, là il remonte à l'Olympe complètement sous au point qu'il ne peut pas marcher, puisque là il doit être soutenu par un satyre. Satyre qui, ben voilà, place quand même la scène dans un contexte un petit peu ridicule aussi. Et pareil ici, il peut pas marcher, donc on le met sur un âne en grande forme d'ailleurs. Donc là on est toujours dans un contexte dionysiaque. Ben voilà, notre Héphaïstos, il se retrouve assis un peu n'importe comment sur son âne, tout ridicule. Donc même quand il est doté d'une intégrité physique, il reste marqué par un certain ridicule, et je dirais une certaine marginalité par rapport aux autres dieux. Alors, cette image ici est intéressante parce qu'elle ressemble quand même beaucoup à ça. On retrouve la position de certains artisans, ça on le retrouve dans différents vases. Donc c'est vrai que c'est difficile de ne pas faire le lien entre ces positions. En plus, la frontalité est quand même assez rare dans l'iconographie grecque, et là, elle est vraiment significative. Cette proximité entre Héphaïstos et les artisans, je pense qu'il faut aussi la considérer dans ce cas-ci. Du point de vue de l'étude des pratiques religieuses des artisans, c'est vrai que quand on voit ce pinax, ben évidemment, on a la lutte, si on veut, contre le mauvais œil, qui est incarné par le personnage grotesque. On a la bienveillance d'Athéna, la chouette d'Athéna, qui ici, Athéna veille sur la production. Et c'est vrai qu'on peut se demander si la difformité du potier n'est pas là aussi pour incarner la présence d'Héphaïstos. Cette hypothèse, elle trouve un petit peu de crédit aussi au travers d'une épigramme de l'anthologie palatine. Alors c'est un mageiros, donc un sacrificateur, c'est pas vraiment un artisan, mais ça nous intéresse quand même parce qu'en fait, après avoir listé toutes les offrandes que le sacrificateur, qui s'appelle Timasion, dédie à Héphaïstos, il est dit « Voilà Héphaïstos aux pieds tremblants, ce que t'a consacré Timasion, maintenant qu'il a perdu la jeune vigueur de ses jambes. » Donc là, il y a un véritable parallèle entre le pied traînant d'Héphaïstos et le manque de vigueur dans les jambes de l'artisan. Donc finalement, on se retrouve avec une proximité physique, visuelle, que l'on retrouve un peu dans l'iconographie, mais aussi quasiment qui relève du vécu des artisans qui s'identifient aux dieux aux pieds traînants. Alors, au terme de cette étude, que constate-t-on? Alors tout d'abord, je dirais que cette iconographie, quelque part, c'est quand même un espace de communication pour les artisans. On pourrait presque parler d'un média de revendication qui revendiquerait une légitimité qui sera garantie par les dieux. Par cette iconographie, c'est un peu comme si les artisans nous disaient
Alors on travaille dur, ça c'est vrai. Nos corps subissent le travail, mais on est quand même aimés des dieux. Et d'ailleurs, eux aussi connaissent nos peines. Comme eux, nous détenons un savoir mystérieux dont nos corps se font le témoin. Ça, c'est une évocation aussi justement à tous les aspects magiques liés à l'artisanat. Mais nous sommes donc marqués par une marginalité physique comme sociale, mais nous sommes néanmoins le pilier de l'économie de la cité et donc de sa renommée au travers du monde antique et aussi pour la postérité. Je vous remercie.